l'île où des yeux regardent les étoiles. Au cœur de l'océan Pacifique, là où ces vagues titanesques se brisent contre des récifs de lave, là où les vents glacés de l'Antarctique se déchaînent face à des colosses de pierre, un lieu reste oublié de tous. C'est un endroit où le silence enveloppe les rochers noirs d'obsidienne, un endroit abandonné même par les oiseaux en quête de repos. C'est là que se dresse l'île la plus isolée de notre planète, nommée Matakiterani par ceux qui l'ont découverte, un nom qui signifie « des yeux regardent les étoiles ». Les premiers explorateurs, armés de fierté et de fusils, l'ont rebaptisée Île de Pâques, un écho lointain de leur conquête. Cette terre, émergeant comme un défi à l'immensité, porte en elle un mystère trop grand pour être simplement nommé. Elle se dresse, monumentale et solitaire, une sentinelle des temps anciens qui s'est éveillée dans le silence pour mourir dans l'oubli. Qui peut dire si les vagues n'ont pas englouti une civilisation entière, ne laissant derrière elles que ce fragile témoignage? Aujourd'hui, Rapa Nui, connue sous le nom d'île de Pâques, une terre chilienne. Ce petit territoire, d'une forme triangulaire s'étendant sur près de 24 km à son point le plus large, dévoile ses mystères sur une superficie de 164 km². C'est un sanctuaire de géants de pierre, les Moai, et le berceau d'une écriture mystérieuse, le Rongorongo, unique témoignage d'une civilisation océanienne évanouie. Située à l'extrémité sud-est du Pacifique, l'île se trouve à plus de 2075 km à l'est de Pitcairn, son voisin le plus proche. Son isolement est tel qu'elle rivalise en solitude avec des lieux comme l'archipel Tristan da Cunha, se dressant comme un des bastions les plus reculés de l'humanité. Les Moai, ces sentinelles imposantes, mesurant en moyenne 4 mètres de haut, racontent une histoire gravée dans la roche, posée sur près de 300 plateformes cérémonielles d'où ils regardent les étoiles. Ce sont 1042 de ces colosses qui ponctuent le paysage, veillant sur l'île comme les gardiens d'un secret perdu. Découverte par le navigateur Jacob Roggeveen, un dimanche de Pâques de 1722, elle a été découverte sous les auspices de cette fête, lui conférant son nom européen. L'île, qui abritait alors près de 4000 âmes, a connu les affres de la conquête. Passant sous pavillon espagnol en 1770 sous le nom d'Isla San Carlos, puis devenant un refuge pour les Français avant de s'intégrer définitivement au Chili en 1888. Aujourd'hui, les 7750 habitants, les Rapa Nui, gardent jalousement les clés de ce patrimoine, formant un contre-pouvoir face aux autorités chiliennes. Ils sont les survivants d'une histoire dramatique, gravée dans le temps et la pierre, veillant sur l'âme de Rapa Nui, ce joyau isolé de l'humanité. Chers amis explorateurs de l'inconnu, bonjour et bienvenue dans cette aventure dans le lieu le plus isolé du monde, qui cache beaucoup d'énigmes ainsi qu'une histoire moderne, mouvementée et douloureuse. Dans ce recoin oublié de la géographie, où l'isolement se confonde à la captivité, les scènes du passé prennent une tournure dramatique. Un silence oppressant pèse sur les habitants de ces terres polynésiennes, qui aspirent simplement à embrasser pleinement la vie. Ces âmes, dont le passé est digne d'une attention sans faille dans les livres d'histoire, luttent contre les répercussions d'un racisme qui n'a pas sa place dans un monde éclairé. L'ombre des conquérants, bien que lointain, continue de peser lourdement sur cette île écartée, où les descendants des premiers habitants portent encore le fardeau d'un passé douloureux. Pourtant, le trauma des résidents de cette île reste méconnu. Enveloppés dans un silence qui reflète celui des grandes étendues aquatiques qui les séparent des continents connus.
Pour ceux qui sont fascinés par ce peuple unique, les Rapa Nui, 2 articles complémentaires à cette vidéo sont référés en description ainsi que les sources. Un article sur un sujet peu connu, mais fascinant, le Français qui détruisit l'histoire de l'île de Pâques. Et un autre tout aussi intéressant sur une figure emblématique et de résistance, la femme qui libéra les Rapa Nui, prophétesse, sorcière, voyante, visionnaire, révolutionnaire ou possédée par Dieu. Installez-vous confortablement et bon visionnage. La tragique histoire de Rapa Nui. L'énigme de l'île des géants Moai reste entière, une page de l'histoire que nous effeuillons avec un mélange de fascination et de mélancolie. Cet îlot, théâtre d'une saga au cœur du monde, mérite de retracer brièvement son périple, avant de plonger dans les profondeurs de son héritage mystique. Bien avant que l'île ne capture l'attention du monde, un pirate nommé Davis évoquait déjà une terre mystérieuse en 1686. Mais ce fut en 1722, sous la houlette de Roggewin et sa flotte de 3 navires, que l'île fut officiellement découverte, un lendemain de Pâques, lui valant ainsi son nom. L'accueil initial fut marqué par un échange pacifique. Un natif osant monter à bord en échange de présents, encourageant ses compatriotes à en faire autant. Malgré ce début prometteur, la journée prit une tournure sombre lorsque les Hollandais, soupçonnant les indigènes des vols, décidèrent de poser le pied à terre. Un ordre tragique fut donné. Tirez, c'est le moment, scellant le sort de plusieurs autochtones, y compris celui du premier visiteur. Ainsi, dans un élan tragique qui allait devenir une constante dans l'histoire humaine, les premiers contacts entre cultures furent marqués par l'effusion de sang, un sombre prélude à l'ère de la conquête. Le récit de Roggewin, qui aurait pu éclairer d'un nouveau jour notre compréhension de l'île, reste cependant énigmatique, laissant planer le doute sur l'état des célèbres statues Moai à son époque. Avions-nous déjà des géants de pierre couchés à terre, témoins silencieux d'une culture en mutation? Le document ne nous offre pas de réponse. En 1769, une nouvelle page de l'histoire s'ouvre avec l'arrivée probable du François de Surville, navigant pour la compagnie de Pondichéry. Aux commandes du Saint Jean-Baptiste, il aurait abordé cette terre lointaine, ajoutant une couche supplémentaire au mystère enveloppant l'île. Jean-François-Marie de Surville était un navigateur français, travaillant pour la Compagnie française des Indes orientales, et son navire, le Saint Jean-Baptiste, a exploré diverses parties du Pacifique dans les années 1760, ajoutant ainsi son nom à la liste des premiers Européens à avoir possiblement visité l'île de Pâques. En 1770, face à la menace d'une présence française sur l'île, le vice-roi du Pérou de l'époque, Don Manuel de Amat y Junyent, décida d'affirmer la souveraineté espagnole sur ce territoire lointain. Pour ce faire, il envoya une expédition militaire sous le commandement de Felipe González de Haedo, composée d'un navire de guerre et d'une frégate, avec pour mission de revendiquer officiellement l'île pour l'Espagne. Lors d'une cérémonie chargée de symbolisme, l'équipage planta 3 croix sur les hauteurs du plateau de Pâques, marquant ainsi le territoire de l'empreinte espagnole. Dans un geste solennel d'appropriation, un document attestant de cette prise de possession fut signé. Les habitants locaux, peu familiers avec l'écriture à l'européenne, y apposèrent leur marque. Un détail captivant de cette cérémonie est la signature d'un autochtone qui utilisa un caractère rongo-rongo, représentant un oiseau, pour signer le document.
Ce geste est d'une importance capitale, car il suggère que, à cette époque, la pratique de l'écriture rongo-rongo, propre à l'île de Pâques et gravée sur des tablettes de bois, était encore vivante et utilisée par les habitants. Le rongo-rongo est un système d'écriture composé de glyphes mystérieux dont certains ressemblent à des représentations animales et humaines et qui restent en grande partie indéchiffrables à ce jour. Entre 1771 et 1772, sous les ordres du vice-roi du Pérou, 2 nouvelles expéditions furent lancées, aboutissant à la création d'une carte précise de l'île, désormais baptisée San Carlos. Lorsque le capitaine James Cook arriva en 1774, il fut accueilli avec un mélange d'enthousiasme et de bravoure par les insulaires. Malheureusement, des vols commis par ces derniers menèrent à des affrontements armés. Cook fit une observation notable. Il remarqua la présence de nombreuses statues, certaines encore debout, d'autres renversées, fournissant ainsi un témoignage de l'érosion culturelle et spirituelle de l'île à cette époque. En 1786, le comte de la Pérouse, à la tête d'une expédition française, fit escale sur l'île pendant 24 heures. Grâce à son approche influencée par l'esprit éclairé du XVIIIe siècle, il parvint à maintenir des relations amicales avec les locaux. Malgré les vols répétés, il refusa de répondre par la violence, jugeant qu'un simple chapeau de marin ne justifiait pas de prendre une vie. En guise de geste bienveillant, son jardinier distribua des graines, des plantes, ainsi que des chèvres et des volailles aux habitants. Cette visite laissa une empreinte durable sur l'île. Près de 2 siècles plus tard, le nom de la Pérouse était encore honoré par les insulaires, qui l'avaient donné à la baie où l'explorateur avait jeté l'ancre, témoignage de la marque positive et respectueuse qu'il avait laissée derrière lui. En 1804, l'île de Pâques reçut la visite du navire russe Neva, ajoutant un nouveau chapitre à son histoire de rencontres internationales. Cependant, l'année suivante, 1805, marqua le retour de sombres événements. Le capitaine d'un schooner américain, le Nancy, originaire de New London, arriva sur l'île avec l'intention sinistre de recruter de force des travailleurs pour la chasse aux phoques. À la suite des actes répréhensibles, il parvint à kidnapper 12 hommes et 10 femmes. Les femmes étaient destinées à des fins particulièrement révoltantes, satisfaire les désirs pervers de l'équipage. Peu après leur capture, alors que le schooner avait pris le large depuis 3 jours, les captifs, initialement enchaînés, furent libérés sur le pont. Saisissant cette opportunité, tous tentèrent désespérément de s'évader en se jetant à la mer, espérant regagner leur île natale. Face à cette rébellion, le capitaine tenta de récupérer les fugitifs en déployant les embarcations du schooner. Cependant, à l'approche des canaux, les captifs plongèrent pour échapper à leur capture, se dispersant dans des directions différentes, certains tentant de retourner vers l'île de Pâques. Le récit de cet acte de désespoir, noté avec détachement par le capitaine, laisse entrevoir le tragique destin de ces insulaires, forcés à une tentative d'évasion mortelle. Cet épisode funeste servit d'avertissement sévère aux habitants de l'île, souvent surnommé le nombril du monde, en raison de son isolement et de sa singularité culturelle, soulignant les dangers croissants auxquels ils étaient exposés par les interventions étrangères. En 1806, le brigantin hawaïen Ka'aku Manu fut accueilli par une atmosphère si tendue qu'il lui fut impossible de réaliser son escale, un vestige amer de violence récente.
Les années qui suivirent, 1808 et 1809, virent défiler d'autres navires, témoins de la méfiance croissante entre les locaux et les visiteurs. La tension culmina en 1811 avec l'arrivée sinistre du baleinier américain Pindos. Des canots furent dépêchés à terre avec pour mission officielle de collecter de l'eau et des provisions. Toutefois, leur objectif plus sombre était de ramener des femmes à bord. Ils retournèrent au navire, accompagnés d'autant de jeunes filles qu'il y avait de membres d'équipage. Après une nuit marquée par la débauche et l'abus, ces femmes furent contraintes à regagner la rive à la nage, humiliées et chargées du fardeau d'une expérience traumatisante. Dans un acte de cruauté encore plus abject, Wadden, le second lieutenant, prit son fusil et ouvrit le feu sur ces femmes désespérées, transformant une situation déjà tragique en un massacre. L'équipage, loin de se montrer horrifié, célébra la prouesse de tir de Wadden. Face à un tel acte de barbarie, on ne peut que ressentir une profonde indignation et une colère brûlante contre une telle inhumanité. En 1816, l'île vit l'arrivée du navire russe Rurik qui avait à son bord une figure éminente de la littérature européenne, le poète romantique Adelbert von Chamisso, d'origine française, mais écrivant en allemand. Face à une réception particulièrement tendue de la part des habitants de l'île, manifestant une grande nervosité, l'amiral Otto von Kotzebue, conscient des risques, prit la décision prudente de rembarquer son équipage. Adelbert von Chamisso est connu pour ses contributions à la littérature romantique allemande et Otto von Kotzebue était un explorateur naval russe. Leur passage éphémère sur l'île reflète les interactions souvent compliquées entre les explorateurs européens et les populations locales lors de cette période d'exploration et de colonisation. Au fil des années, l'île de Pâques vit défiler une multitude de navires, chacun apportant son lot d'histoire. Dans une tournure des événements marqués par le destin, le voilier français Cassini, sous le commandement du capitaine Lejeune, fit escale en 1862. À la suite de cette visite, les révérends pères de la congrégation de Picpus, basés à Valparaiso, furent inspirés à entreprendre une mission d'évangélisation sur l'île. Cependant, un tournant tragique survint peu après. Le 12 décembre 1862, une flotte de 6 navires péruviens jetèrent l'ancre dans la baie d'Angaroa, mais avec des intentions sinistres. Ils voulaient capturer des habitants pour les réduire en esclavage dans les exploitations de guano prospères du Pérou. Ces mêmes navires avaient précédemment tenté un raid similaire dans l'archipel des Tuamotu. Pourtant, ils avaient été repoussés par une frégate française, qui avait même réussi à s'emparer de l'un d'entre eux. Sous le commandement d'Aguirre, les ravisseurs attirèrent les insulaires avec des marchandises sans valeur avant de lancer un assaut brutal. 80 de ces maraudeurs, armés de fusils, encerclèrent les indigènes désarmés qui ne pouvaient opposer que leurs lances en bois et obsidienne. Près d'1 millier d'entre eux furent capturés, y compris les derniers érudits de l'île ainsi que le roi Morata et sa famille. Ce massacre tragique reste gravé dans la mémoire collective des habitants. Ils se remémorent les cris des captifs entravés, les agonies des femmes et enfants exterminés, et la fuite désespérée des survivants vers le cratère du Ranokao, où même là, ils furent impitoyablement abattus par leurs poursuivants. À cause de l'agression brutale d'une poignée d'assassins, le riche héritage oral de Matakiterani, un autre nom pour l'île de Pâques, risquait de s'éteindre, plongeant l'avenir dans l'incertitude de reconstruire ce qui avait été perdu. Peu après,
Les mêmes navires se dirigèrent vers la petite île de Rapa, espérant répéter leur sinistre exploit. Mais, cette fois, les habitants de Rapa résistèrent avec acharnement et parvinrent même à s'emparer d'un des navires qu'ils ramenèrent à Tahiti. Là, l'équipage fut arrêté et jugé sous la supervision du procureur impérial Lavigerie. Cette série d'événements déclencha une réaction internationale. Le gouvernement français, encouragé par Monseigneur Tepano Jossens, l'évêque de Tahiti, sollicita l'intervention de Monsieur de Lesseps, le consul de France, à Lima, auprès du gouvernement péruvien. En parallèle, l'Angleterre exprima également son mécontentement. À Valparaiso, M. Eugène Ayrault, qui allait devenir une figure clé pour les habitants de l'île de Pâques, mobilisa l'opinion publique et proposa d'aider les survivants des camps péruviens. Cependant, en raison des délais inhérents à l'époque pour les communications, la majorité des captifs, localisés sur les îles Chinchos, périrent sous le coup des mauvais traitements, de la famine ou des maladies, avant que l'ordre de libération émis par le Pérou ne puisse pas être exécuté. Les quelques survivants, renvoyés sans aucune mesure de précaution sanitaire, succombèrent à la variole durant le voyage de retour. Sur les 1000 captifs originels, seulement 15 parvinrent à retourner sur leur île, mais apportèrent avec eux la variole qui décima plus de la moitié des résidents restants en quelques mois uniquement, transformant l'île en un véritable cimetière à ciel ouvert. 10 ans plus tard, l'écrivain Pierre Loti, en visitant l'île, décrivit un paysage macabre où les sentiers étaient jonchés d'ossements et des squelettes entiers gisaient à l'abandon dans les herbes. De 5000 habitants avant cette tragédie, l'île ne comptait plus que 600 âmes, témoignant de l'ampleur du désastre humain qui s'était abattu sur cette terre isolée. En mai 1863, la goélette Favorite fit escale sur l'île de Pâques, ramenant avec elle 6 habitants de l'île et amenant pour la première fois le frère Eugène Ayrault. Ce missionnaire, armé d'un courage et d'une finesse remarquables, entreprit de familiariser les survivants éprouvés de l'île avec les enseignements du christianisme. Après avoir enduré de terribles épreuves et perdu les gardiens de leur tradition spirituelle, la communauté insulaire s'ouvrit rapidement à cette nouvelle foi. La prédication du frère Ayrault, empreinte de compassion et de bienveillance, offrit un réconfort bienvenu. Son action fut suivie par celle d'autres missionnaires, venus renforcer l'œuvre entamée par ce pionnier qui continua sa mission jusqu'à son décès le 14 août 1868, laissant derrière lui une île entière convertie au christianisme. Eugène Ayrault était un missionnaire de la Congrégation des Sacrés-Cœurs et de l'adoration perpétuelle, connu pour être le premier à introduire le christianisme sur l'île de Pâques. Sa présence et son action ont marqué un tournant significatif dans l'histoire culturelle et spirituelle de l'île, surtout dans le contexte de la population décimée par les maladies et les raids esclavagistes. En novembre 1868, le navire britannique la Topaz fit escale sur l'île de Pâques, emportant avec lui une statue emblématique surnommée la Briseuse de vagues, destinée au British Museum. Durant le même mois, le père Zumbaum arriva sur l'île, apportant avec lui des animaux domestiques et des plantes adaptées au climat local, dans l'espoir d'enrichir l'agriculture et l'élevage insulaire. Cette période vit également l'arrivée du capitaine Dutroux-Bornier, qui s'établit sur l'île avec l'intention de développer l'élevage. En 1870, la corvette chilienne O'Higgins arriva pour réaliser une cartographie précise de l'île et documenter les coutumes des habitants, les Pasquans. Cependant, l'année marqua un retour à l'instabilité pour l'île de Pâques.
un conflit éclata entre Dutroux-Bornier et le frère Roussel, se manifestant par des échanges de tirs, des pillages et des violences ayant entraîné des blessés et des morts. Face à cette situation chaotique, la mission catholique prit la décision d'évacuer l'île, emmenant une partie de la population vers Mangareva, tandis qu'environ 300 personnes choisirent de suivre Brander, un ancien associé de Dutroux-Bornier, pour s'installer à Tahiti. Contraints par les circonstances, 111 habitants restèrent sur l'île avec Dutroux-Bornier, dont le règne fut de courte durée, puisqu'il fut rapidement assassiné. En 1871, le navire russe Vitias réalisa une expédition scientifique qui le mena à l'île de Pâques. Constatant l'état de délaissement de l'île, l'équipage se dirigea vers Tahiti, où se trouvaient les Pasquians ayant fui leur terre natale. Là, ils furent reçus par Monseigneur Jossen, une figure ecclésiastique influente, en possession d'une tablette rongo-rongo, objet précieux témoignant de la culture unique de l'île. L'année suivante, en 1872, la corvette française La Flore accosta, avec à son bord le renommé écrivain français Pierre Loti. Fasciné par les traditions des Pascouans qui avaient survécu aux épreuves, Loti utilisa son talent littéraire et sa profonde empathie pour rédiger un des récits les plus éclairants sur l'île de Pâques, souvent surnommé le « nombril du monde » en raison de son isolement et de son mystère. Lors de sa visite, Loti saisit l'occasion d'emmener une tête de statue Moai, qui est désormais exposée au Musée de l'Homme à Paris, offrant ainsi une fenêtre tangible sur le riche patrimoine de l'île, bien loin de son sol d'origine. En 1877, Adolphe Pinard, un érudit français au parcours remarquable, se rendit sur l'île de Pâques pour y mener des recherches approfondies. À l'instar de Pierre Loti, il collecta une multitude d'artefacts qui enrichirent par la suite les collections de divers musées. Pinard laissa derrière lui un compte rendu exceptionnellement détaillé de son séjour, contribuant précieusement à la documentation sur l'île. 2 ans plus tard, en 1879, un homme d'origine tahitienne, descendant de la noblesse locale, choisit de s'établir sur l'île de Pâques pour administrer les terres laissées par Dutroux-Bornier. Accompagné d'une équipe de Tahitiens, il y vécut 20 ans, gagnant l'affection des habitants grâce à sa bienveillance et son empathie, rappelant à la population leurs racines polynésiennes. Il fut également à l'origine de l'introduction de la langue et de la culture tahitienne sur l'île. En 1882, l'île reçut la visite du navire allemand Iaena, qui transportait 2 scientifiques venus étudier les structures d'Orongo. Ils firent des relevés précis et ramenèrent de nombreux objets vers l'Allemagne pour enrichir les collections des musées. 4 ans plus tard, en 1886, l'explorateur américain Thomson, à bord du Mohican et travaillant pour le musée de Washington, arriva sur l'île. Il publia un ouvrage très complet sur ses découvertes et rapporta aux États-Unis une statue Moai intacte ainsi que des dalles ornées de peintures, apportant une contribution significative à la connaissance de la culture pascouane. En septembre 1888, le commandant chilien Policarpo Toro s'appropria sans préavis l'île de Pâques au nom du Chili qui, sans grande considération, concéda promptement les droits d'exploitation des terres à la compagnie britannique Williamson Balfour. Dès lors, l'île de Pâques fut dominée non plus par ses habitants, mais par l'élevage au vin qui dévasta son sol fragile et sa végétation clairsemée. Les habitants de l'île furent confinés à Hangaroa, le principal village, désormais encerclé de barbelés. Seules 2 portes permettaient l'entrée et la sortie, sous réserve de l'approbation du commandant militaire chilien.
À 18 heures, les portes se fermaient, interdisant toute circulation nocturne, sauf en cas d'exception formellement autorisée. Cette période marque un tournant dans la souveraineté et le mode de vie des Pascuans, réduisant drastiquement leur liberté et leur accès à leur propre terre. Dans un contraste saisissant, l'île de Pâques abritait environ 47 000 moutons, 1000 chevaux et 1000 bovins, ainsi qu'une petite garnison de 50 militaires chiliens. En 1964, la population pascuane survivante, réduite à 1000 âmes, vivait dans des conditions extrêmement précaires, marquées par une pauvreté intense et une liberté fortement restreinte. En 1914, les dirigeants de l'île instaurèrent une règle draconienne. Tout vol de moutons serait puni de 50 jours de travaux forcés. Cette mesure oppressive fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, déclenchant une révolte sous la conduite de Maria Angata, une figure spirituelle locale. La même année, dans un contexte international tendu, 6 croiseurs allemands firent escale sur l'île en toute tranquillité, après avoir inopinément attaqué la population civile de Tahiti, ajoutant ainsi un chapitre troublant à l'histoire déjà complexe de l'île. En 1915, une pionnière de l'ethnographie, Miss S. Routledge, entreprit une mission exceptionnelle sur l'île de Pâques, produisant des travaux d'une valeur inestimable pour la compréhension de la culture et de l'histoire de l'île. Ces recherches ont marqué un tournant dans l'étude de cette région isolée. Dans la foulée de son expédition, plusieurs autres missions scientifiques ont exploré l'île de Pâques, parmi lesquelles la mission franco-belge de 1934 se distingua particulièrement. Cette mission était sous la direction d'Alfred Métraux, un éminent anthropologue dont les observations sur l'île furent à la fois éclairantes et poignantes. Confronté à la réalité déchirante de l'île, Métraux ne put s'empêcher de dresser un constat accablant sur les conditions de vie sur l'île, soulignant une misère si profonde qu'elle ne reflétait pas tant une transition vers la modernité qu'un abandon à un état de délabrement et de désespoir, exacerbé par un manque d'attention et parfois des influences néfastes de la part du Chili. La longue et douloureuse histoire des habitants de l'île de Pâques révèle la complexité de leur psyché, marquée par une vulnérabilité qui peut parfois sembler enfantine. La gestion de l'île par les autorités s'est caractérisée par des exigences et des restrictions sévères. L'obligation pour les Pascuans de fournir une journée de travail gratuite chaque semaine. Le refus de leur accorder une identité légale ou des passeports. L'interdiction de quitter leur terre natale et les vexations récurrentes. Ces pratiques reflètent un manque flagrant de respect pour la dignité et la liberté des Pascuans, souvent désignés de manière péjorative comme des Indiens. Ces habitants sont les descendants directs des bâtisseurs des célèbres Moai, ces imposantes statues qui constituent un héritage culturel inestimable, mais qui ont également été témoins de la tragédie de leur peuple, décimé par des maladies importées telles que la variole. Cette attitude des autorités a non seulement aliéné les habitants, mais a aussi terni l'image que l'Occident souhaite généralement projeter de lui-même, celle d'un gardien des droits et des libertés individuelles. Le contraste entre la beauté naturelle de l'île, le majestueux lever du soleil, les ombres imposantes des statues et le vent qui murmure dans les cavernes, et la triste réalité de la vie de ses habitants, dont la liberté et le droit à une existence digne ont été bafoués, est particulièrement frappant. Este pájaro se llama
Manutara es un pájaro propio de nuestra historia, de nuestra isla. Chers amis, nous clôturons ce chapitre fascinant de notre voyage dans l'histoire moderne de l'île de Pâques. J'espère de tout cœur que vos connaissances sur cette terre, enveloppée de mystères et d'histoires ancestrales, ont été enrichies et que ce premier épisode vous a donné l'envie d'en découvrir encore plus. Ne ratez surtout pas notre prochaine escapade intitulée « Incursion en terre des Moai ». Ensemble, nous allons explorer encore plus en profondeur le mystère de ces géants de pierre, véritables sentinelles de l'île de Pâques, pour percer les secrets de leur existence et les légendes qui les entourent. D'ici là, gardez votre âme d'explorateur. Continuez à vous émerveiller et à poser 1001 questions. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette belle aventure et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes remplies de surprises. Bye, bye.